Tout pour investir. Tout pour votre argent. Vous le savez, à cette heure-ci, tous les jours, on décrypte les informations des derniers jours, des dernières heures qui nous concernent. Julie Cohen-Heurton de BFM Business nous rejoint. Bonjour Julie. Bonjour Lorraine. Aux manettes de BFM Bourse, tous les jours de 15h30 à 18h. Amaury de Tonquédec de l'équipe arrivera aussi dans quelques minutes pour faire le point sur les cryptos, ce qui s'est passé ce week-end, ce que vous devez savoir pour être au top pour la suite de la semaine. Et puis Gustave Sonden est toujours parmi nous, cofondateur de Colbert. Nous étions en train de parler de ce compte à rebours. 7 ans devant nous pour tripler la production de renouvelables. C'est ce à quoi 116 pays se sont engagés de manière non contraignante à travailler ensemble à la COP28. Il va falloir beaucoup d'argent pour faire tout ça. Gustave, qu'est-ce qu'on peut dire pour nous, investisseurs particuliers, comment ça nous concerne ? Effectivement, il faut beaucoup d'argent. On a tendance à dire, est-ce que les États financent ? Est-ce que les institutions financent la transformation énergétique ? Et la réponse est plutôt oui. Donc en fait, où se situe la réserve d'épargne qu'on pourrait flécher ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? Et en fait, l'argent, il est peut-être pas là où on le pense. Il est peut-être chez nous, en fait, les particuliers. L'épargne mondiale en cumulé, c'est 80 000 milliards de dollars. Et il suffirait de 10% de cette épargne pour qu'on réalise tous les investissements nécessaires à la réalisation des accords de Paris. Donc là, on retourne à la COP21, mais qui est quand même encore aujourd'hui notre boussole. On voit qu'en fait, on a la possibilité collectivement de faire. Maintenant, faut-il encore proposer les fonds qui permettent de répondre à ces problématiques-là et flécher l'épargne des Français, des particuliers et même du monde entier vers cette transformation. Julie, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet COP28 ? Exactement, en fait, le problème c'est il y a ce qui dit, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est affiché et puis après, est-ce que c'est réalisable et quel message on en envoie ? Alors sur le papier, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de greenwashing dans tout ça ? On n'en sait pas. En gros, les compagnies pétrolières, elles disent qu'elles vont mettre fin au brûlage systématique du gaz d'ici 2030. Alors avec donc l'objectif de réduire les émissions de méthane à près de zéro. Donc c'est très bien, mais comment on fait ? Et puis ce qu'il faut noter, c'est quel message aussi on envoie aux investisseurs. Le fait de dire tout cela, potentiellement, c'est un message collectif qui va les rassurer. Ça va aussi rassurer les marchés financiers. C'est aussi une façon de dérisquer leurs investissements parce qu'ils savent que voilà, le monde entier se dirige vers cet objectif. Donc, et c'est exactement ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donc dans un entretien qu'elle a accordé. Donc il y a aussi une façon de rassurer et donc la réponse, on l'aura en 2030. Est-ce que ce sera vraiment réalisable ? Pour l'instant, il y a quand même un certain nombre de groupes de défense qui ont un doute sur cela. À suivre, évidemment, cette COP28, on continue de la décrypter pour vous, chers auditeurs et auditrices, d'un point de vue strictement économique. Un sujet peut-être plus court terme, peut-être pour vous à la fin du mois. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur notre fiche de paie, Julie ? Alors, je ne sais pas si un jour l'intelligence artificielle va nous remplacer, Lorraine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière par la BCE. Alors, on entend beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle, mais ce que l'instance bancaire met en exergue, c'est le fait que l'IA pourrait, alors dans une moindre mesure, avoir des répercussions sur nos salaires et donc aussi agir sur l'inflation. Alors pour l'instant, pas de stress, on n'y est pas. L'IA, c'est plutôt vecteur on a envie de recruter des personnels hautement qualifiés, donc c'est pas toujours facile de trouver cette main d'œuvre. Donc pour l'instant, l'instance précise que on n'y est pas, mais elle dit effectivement que dans sa note, elle précise que l'intelligence artificielle pourrait, je cite, avoir un impact neutre à légèrement négatif sur les salaires. Et elle précise effectivement que les entreprises ont pour l'instant effectivement investi beaucoup dans l'IA, mais que le marché du travail se cherche encore et que cela, du coup, quand on ne trouve pas les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits, il pourrait y avoir un impact sur les salaires. Bon, Gustave, vous n'êtes pas salarié, mais votre regard là-dessus ? Effectivement, je ne suis pas salarié, mais j'ai quand même une rémunération. Et effectivement, mon regard, c'est que ce que je pense, c'est que finalement, l'IA va aussi peut-être scinder la population active en deux, ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et potentiellement, il y aura peut-être une inflation salariale sur des individus hyper productifs, justement, qui seront boostés à l'IA, et au contraire, une forme de vétusté presque du savoir-faire des gens qui ne savent pas l'utiliser. Et pour le coup, je le vois déjà dans nos métiers de conseil en investissement financier,
je peux vous dire que l'IA est très présente. Déjà pas mal disrupté, ouais. Et l'IA est très présente au quotidien. Justement, l'IA remplacera-t-elle les professionnels de la finance? Ce sera notre sujet vers 11h45. On réfléchira avec Hugues Roussel du cabinet Walters, spécialisé dans le recrutement. On se posera la question de l'impact de l'IA sur les métiers financiers. Est-ce qu'on peut faire confiance à 100% aux données issues de l'IA? Mais très concrètement, l'IA qui rebat les cartes du marché de l'emploi, oui. Des métiers, oui, ça vous le savez déjà. Mais il y a des métiers très concrets dans la finance qui vont être complètement révolutionnés. On peut penser aux contrôleurs de gestion, aux comptables par exemple, qui vont devoir se servir de cet outil ou apprendre à s'en servir pour être plus rapide, plus juste, plus pertinent, mais qui devront aussi finalement prouver qu'ils ont une valeur ajoutée par rapport à simplement celle de la machine. On en parle tout à l'heure vers 11h45. Ça vous inspire des réflexions, des angoisses? Eh bien, écrivez-nous à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn. Je vous lis: l'IA va-t-il révolutionner les métiers de la finance? Et si oui, lesquels? Vous êtes comptable, vous êtes DAF, vous êtes CGP. Racontez-nous comment vous ressentez ça. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est les deux? Voilà. Un autre sujet en parlant de menaces, Julie, ce sont les faux placements. La CPR, l'autorité en vigueur, alerte les clients de 3 grandes banques françaises. Attention aux arnaques. Alors Gustave, Lorraine, je ne sais pas dans quelle banque vous êtes, mais prudence en ce moment si vous êtes chez Revolut, Barclays et Boursorama. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien effectivement parce que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc l'ACPR, eh bien elle met en exergue depuis le 29 novembre que effectivement il y a des escrocs qui sont postés des publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux ou des sites spécialisés qui collectent vos données personnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vous proposent des offres évidemment très alléchantes sur des placements avec des taux qui sont évidemment supérieurs à ceux du marché, sinon c'est pas rigolo. Et alors, voilà, vous cliquez dessus et après avoir répondu à la publicité, eh bien, vous allez tomber dans un premier piège puisque vous allez ensuite très rapidement être démarché par téléphone, par mail. Ensuite, les escrocs vont vous demander d'effectuer des virements sur leur compte pour asseoir donc leur crédibilité. Et donc, ce qu'il y a de compliqué, c'est que ces escrocs, ils utilisent des noms de domaine qui imitent, presque parfaitement ceux des banques. Donc il faut évidemment être très vigilant lorsque vous regardez ces noms de domaine. Donc je ne vais pas tous les citer, mais en fait il y a des lettres qui sont inversées. Donc si vous regardez rapidement, vous allez cliquer en pensant que c'est effectivement votre banque Boursorama, alors qu'il y aura marqué Boursorama, enfin quelque chose comme ça. Donc soyez très vigilant quand vous apercevez ces publicités avec des taux de rendement qui sont donc supérieurs. Le plus simple, honnêtement, c'est d'appeler votre banque, votre conseiller directement, ce que vous faites. Donc voilà, de revérifier aussi vraiment bien, lettre par lettre, les adresses qu'ils vous envoient. Exactement, de vérifier effectivement bien les adresses. Et puis évidemment, si on vous propose de toute façon des rendements qui sont supérieurs à ceux que vous avez, vigilance. Gustave, vous observez depuis que vous êtes sur le marché de plus en plus d'arnaques, de plus en plus sophistiquées? Je pense qu'il y en a toujours eu. Effectivement, il y a des pratiques de bon sens que vous rappeliez qui sont importantes à mettre en place. Nous, on en a déjà eu aussi sur Colbert.co, donc notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez nouveau. La fausse pub. Les faux comptes. Ouais. Et j'ai eu des faux comptes. Donc, on a eu des faux comptes Colbert, par exemple, et également des faux comptes Gustave Sanden, pour tout vous dire. Donc, quelle autorité? Non, justement, c'est assez intéressant de voir y compris sur des marques assez confidentielles. Justement, il y a également ce genre de pratique. C'est quand même sidérant de voir l'évolution, parce qu'on connaissait les arnaques à DHL, les arnaques à laposte.fr, mais maintenant se dire qu'il y a des faux comptes Boursorama, c'est quand même... Oui, puis avec les réseaux sociaux, effectivement, comme vous le disiez, Gustave, ça n'aide absolument pas, quoi. Il y a en plus cette jeune génération d'investisseurs qui peut être aussi appâtée aussi, qui est très très connectée, donc ça fait une menace en plus et un terrain de jeu en plus pour les escrocs. Voilà, on va toucher un mot de crypto pour finir ce tour d'horizon de la semaine avec le Bitcoin qui s'envole grâce à l'espoir de pivot de la Fed. Bonjour Amaury Tonquédec. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Aux manettes de BFM Crypto, le club et de cette émission. Décryptez-nous un peu cette envolée du Bitcoin, Amaury. On voit qu'il y a de plus en plus d'optimisme sur le marché et c'est impressionnant parce qu'on voit que là, on est à 61% de l'ATH de 2021. L'ATH, c'est quoi? C'est le all-time high, donc c'est le record de 2021. Et on est à 60% de score. Voilà. Non, mais ce qui est assez impressionnant, parce que là, on sort d'un marché baissier. Bon, on voit que le Bitcoin, du coup, là, j'ai pas recalculé depuis ce matin, mais en fin de vendredi, on était à quasiment plus 120% sur un an.
Donc là, on doit être à plus de 120% encore sur un an. Ça continue de monter, ça s'arrête pas. On voit qu'a priori, il y a une sorte de rallye haussier de fin d'année, en tout cas sur le Bitcoin. Antoine Larigauderie, en duplex depuis Euronext, le disait tout à l'heure, on bat aussi des records sur l'or. L'or, c'est quoi? C'est considéré de base comme une sorte de valeur refuge. Donc on voit que le Bitcoin est en train d'acquérir ce rôle d'actif à part entière. Et on voit ce qui pousse, c'est toujours ces histoires de demandes d'ETF Bitcoin Spot ou au comptant qui ont été déposés aux États-Unis, qui devraient être acceptés dans les semaines qui viennent. On voit qu'il y a un gros narratif là-dessus. Et on ne peut pas savoir, mais on peut supposer que ces grosses sociétés de gestion d'actifs que sont BlackRock vont être obligées d'acheter du Bitcoin si elles veulent avoir un ETF Bitcoin Spot. Et ce qu'on peut penser, c'est que ces grosses sociétés-là ont déjà commencé ces derniers mois, ces dernières semaines, à acheter du Bitcoin en vue de l'approbation possible de cet ETF. Et effectivement, le Bitcoin, vaut mieux l'acheter maintenant quand il est relativement bas, entre guillemets, plutôt que quand il sera potentiellement à 100 000 $ dans quelques mois. Donc, la hausse est potentiellement due à ces institutionnels qui reviennent. Et on le voit aussi sur les marchés, la hausse s'appelle la hausse. C'est-à-dire que comme ça monte, on se met à reparler du Bitcoin. Moi, j'ai des gens qui m'en avaient pas parlé depuis des mois, qui n'étaient pas là-dedans, qui commencent à m'en reparler. Donc, c'est le signe d'un regain d'intérêt aussi pour le grand public. Donc, on risque d'avoir aussi des nouveaux entrants qui vont revenir dans ce marché ou venir tout court. Et ce qui, a priori, est de plutôt bon augure pour la suite. Maintenant, prudence, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une correction. C'est pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, ça monte. Et chose intéressante d'ailleurs, le Bitcoin surperforme tout le marché crypto, et il a une dominance à presque 54%. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin monte, et après, le reste des cryptos, ce qu'on appelle les altcoins, montent derrière. Donc souvent, il y a Bitcoin qui monte, après Ethereum, la deuxième capitalisation de ce marché crypto, puis après les altcoins, on appelle ça la alt season, c'est-à-dire les altcoins qui, quelques semaines ou quelques mois après la forte hausse du Bitcoin, se mettent à monter. Donc, on peut s'attendre à une hausse de ces cryptos avec un peu de retard dans les semaines et mois qui viennent. Bon, vous nous avez décrypté ce que ça veut dire d'un point de vue graphique, d'avoir dépassé cette barre des 40 000 $. Qu'est-ce qu'on peut dire du prochain halving qui aura lieu en avril prochain? Ça aussi, ça fait monter le cours quand même. Absolument, oui, il y a toujours un peu de spéculation. Donc on le rappelle, le halving, c'est le nombre de Bitcoin qui est distribué en récompense aux mineurs, qui est divisé par 2. Ça arrive en moyenne tous les 4 ans. Là, ça va arriver en avril, a priori le 20 avril, mais on ne sait pas exactement parce que c'est des histoires de nombre de blocs validés, mais a priori avril 2021, ce qui est censé augmenter, d'ailleurs c'est pas censé, c'est ce qui va augmenter la rareté du Bitcoin. Et en général, plus un actif est rare, plus il est cher, plus son cours s'apprécie. Maintenant, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais dans tous les précédents halvings, depuis 2012, le premier était en 2012 si je ne dis pas de bêtises, le cours du Bitcoin s'est apprécié dans les semaines et mois qui ont suivi ce halving. Donc, avec toutes ces nouvelles-là, encore une fois, personne n'a de boule de cristal, mais avec toutes ces nouvelles-là, on peut se dire qu'il est fort possible qu'on ait un marché haussier assez puissant sur les cryptos, l'idée par le Bitcoin, vers la mi-avril 2024. Mi-année 2024. Le Bitcoin, qui cote à 41 661 $ à l'heure, on se parle. L'or aussi, qui bénéficie de ces anticipations un peu les mêmes que pour le Bitcoin et qui a marqué un nouveau record historique à plus de 2140 $ hier soir. On est toujours au-dessus des 2100 $ ce lundi matin. On en parle de l'or à 11h05 avec Antoine Fraisse-Soulier, décryptage sur le cours de l'or. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Amaury de notre équipe BFM Business et merci à vous Gustave Sonden d'avoir été avec nous ce matin au décryptage de l'actualité économique et patrimoniale.